Donc, je vais présenter le Dr Lee à ma gauche, médecin associé à l'Université de Colombie-Britannique. Elle a fait sa formation en hémostasie à l'Université de Calgary. Elle travaillait pour le programme à Calgary jusqu'en 2021. Ensuite, elle a été à Victoria. Elle travaille à Victoria et pratique l'hématologie principale et s'occupe du programme Adult Bleeding Disorder en 2022. Ses recherches portent sur la prophylaxie des complications liées au vieillissement et à la santé des os chez les adultes hémophiles. Elle est actuellement vice-présidente de l'Association des médecins des cliniques et d'hémophilie du Canada. Bonjour. Et je vais présenter Roy qui va parler avec moi de l'hémophilie à Akiz. Il est directeur du programme à Ottawa et il est professeur adjoint de médecine à l'Université d'Ottawa et ses travaux universitaires portent sur l'enseignement médical, la recherche et les troubles de la coagulation. Merci Roy de faire ça avec moi. Et on a aussi beaucoup de chance d'avoir Donna Cocker qui est une patiente avec l'hémophilie à Akiz et qui va parler de son expérience après avoir fait un petit peu de didactique sur l'hémophilie à Akiz. Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous voulions éclaircir un peu l'hémophilie Akiz A, qui est probablement ce qui fait battre notre corps plus rapidement en tant qu'hématologue pour adultes. Je veux dire, n'importe qui arrive avec un trouble de la coagulation, bien sûr, ça nous donne un coup au cœur, mais l'hémophilie Akiz, ça nous choque vraiment beaucoup et on va vous expliquer pourquoi. Donc, voici ici la divulgation pour moi-même et pour la Dr Lee. Alors, je vais m'occuper des diagnostics parce que c'est facile pour moi, ça n'a jamais changé. Dr Lee va s'occuper des traitements qui ont un petit peu changé. Et nous avons bien sûr aussi l'expérience d'une patiente hémophile. Alors, voici le premier patient qui est le mien et que je voulais décrire. Alors, c'était pendant ma formation de résident. Donc, c'était une femme âgée qui avait été admise dans un hôpital périphérique loin de chez nous. Elle a été là pendant à peu près 1 mois. Elle a été admise parce qu'elle avait des saignements de nez. Et puis, c'est pas souvent qu'on est admis à l'hôpital pour ce genre de choses. Mais en fait, elle a fini par développer d'autres problèmes de saignement. Elle avait une hématurie, elle avait une douleur aiguë du flanc droit avec des problèmes aux reins. Avec des enquêtes supplémentaires et des traitements. Elle a eu d'autres lignes qui ont été mises. Donc, elle avait une ligne qui a été mise sous clavière gauche. Elle a développé des complications. Ça a échoué. Ce qui veut dire qu'elle a été obligée de mettre un cathéter de dialyse. Et pendant cette période de temps où elle était à l'hôpital, pendant 1 mois, elle a eu un test qui a été fait tous les jours et c'était le INR. Donc, je regarde certains hématologues dans la salle et leur cerveau doit explorer. Mais non, le INR était complètement normal tous les jours. Tous les jours, il était normal. C'était assez incroyablement. Alors, finalement, un interniste a été consulté, un internologue a été consulté et il a pensé à faire un test de PTT qui a été prolongé avec 60 secondes, ce qui a mené à d'autres études, et d'autres appels à notre centre pour qu'on puisse faire d'autres tests. Et quand on a reçu l'histoire, le PTT était élevé. Nous avons amené la patiente à Ottawa à cause, justement, on pensait qu'elle avait acquis cette hémophilie A. Et c'est là que les choses ont commencé. Bon, malheureusement, cette patiente est décédée. Elle est arrivée chez nous avec des lignes qui avaient été installées de partout et elle
pissait du sang de partout essentiellement. Elle était littéralement noire et bleue. C'est pour ça qu'on a intitulé notre présentation Noir et bleu. Donc il y avait des complications, des saignements, mais aussi des complications dues à une bactériomie et des complications emboliques, une bactériémie. Donc ensuite, je vais parler de la patiente d'Adrienne. Alors, un homme de 83 ans qui a été aussi admis à un hôpital périphérique avec des transfusions. Il avait reçu 14 unités de RBC, 4 doses de fer 4. Alors, le patient n'avait pas remarqué de saignement, mais il avait des selles noires et gluantes. On a fini par trouver une tumeur dans le côlon ascendant et c'était un carcinome colorectal invasif. Donc, avant la chirurgie, le patient est arrivé avec une hémoglobine de 75 et un INR de 1.0, donc complètement normal, encore une fois. Là, on a un PTT qui a été testé et qui a été prolongé à 63 secondes avec une étude de mélange qui suggérait que l'inhibiteur, l'inhibiteur de facteur 8 était à 36. Le facteur 8 était à 0,1%, tandis que l'inhibiteur était à 36. Donc, il est traité avec de l'emicizumab, prénisone et rituximab. Donc, pas d'agent de dérivation, pas d'hospitalisation pour ce patient. Il y avait des améliorations avec ce traitement. Alors, nous voulons ici reconnaître le comité directeur qui a créé ces diapositives pour justement l'hémophilie acquise A et la reconnaissance de cette maladie au Canada. Nous avons adapté certaines de ces diapositives aujourd'hui, mais moi je vais mettre surtout l'accent sur le diagnostic. Donc on sait que c'est rare, donc à peu près 1 à 1,5 cas par million d'habitants par an. Donc c'est peut-être pas aussi rare dans nos centres, mais c'est parce qu'ils arrivent le jour où ils sont diagnostiqués finalement, où il y a un problème de diagnostic. Alors, il y a certainement un pic quand les gens vieillissent. Donc, il n'y a rien de mal avec la vieillesse, mais bien entendu, c'est une maladie qu'on voit essentiellement dans les patients qui sont plus âgés. Il y a un pic dans la phase postpartum. Donc, lorsqu'on parle de noir et bleu, on parle vraiment de noir et bleu. Donc, vous voyez, ce sont des photos qui ont été présentées par un de nos collègues. Donc, on voit qu'ici, un patient qui a des hématomes sous-cutanés, musculaires, c'est typique. Ces patients ne devraient pas être renvoyés à la maison de service d'urgence avec simplement un diagnostic de personnes âgées. Non, ça n'est pas ça. Ça, c'est certainement un diagnostic de HAA. Alors, bien sûr, il faut faire un test pour les saignements. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement avoir des antécédents de toute la famille ou qui a même des antécédents dans la famille de saignement. Mais l'indice ici, c'est le TCA prolongé isolé. Alors, si on compare ça à l'hémophilie congénitale, alors les saignements sont différents. Alors, ça, c'est à cause de l'aspect kinétique des anticorps. Alors, on le voit principalement avec des saignements sous-cutanés, donc 80%, plutôt que des saignements dans les articulations. Ça, c'est beaucoup moins fréquent. Alors, il y a une bonne corrélation entre les facteurs que l'on voit et les manifestations qu'on sent. Et c'est encore une fois, ça a à faire avec l'inhibition et le facteur résiduel 8 qui peut rester. Alors, les étapes pour arriver à ce diagnostic sont comme suit. Alors, si vous faites un PTT et que vous pensez qu'il y a un HAA, vous devriez avoir un diagnostic pour faire un test de facteur 8 qui va être réduit à cause justement de la présence d'inhibiteurs. Alors, bien entendu, le défi, c'est d'arriver à ce diagnostic. Alors, le défi, c'est que les gens doivent reconnaître qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui a besoin, sur lequel on doit faire une enquête et quelque chose qui est vraiment très urgent. Alors, pour que les patients arrivent chez nous et que l'on puisse commencer les traitements, il faut que quelqu'un y pense essentiellement. Et il faut faire donc cette étape préliminaire. Alors, une fois que vous avez un patient qui est diagnostiqué, c'est pas tout le monde qui va saigner, mais souvent, ça arrive dans le contexte des saignements. Donc, bien sûr, il faut traiter les saignements.
Ensuite, il faut identifier s'il y a peut-être une condition sous-jacente. Donc, par exemple, dans ce cas-là, il y avait un cancer colorectal qui peut-être était en train de stimuler ce processus immunitaire. Alors, dans mon patient, on n'a jamais réussi à identifier pourquoi elle avait développé l'HAA. Mais bon, le traitement des saignements n'a pas vraiment beaucoup changé. On a quelques options qui sont présentées. Ce sont des options qui n'ont pas besoin de facteur 8 et dans de très rares instances où on va réduire les facteurs 8 humains. Nous avons l'essayé avec des gens qui ont des inhibiteurs très faibles où on a pu gérer ça. Et ça a été facilement accessible. Mais généralement, on utilise des agents d'outrepassement, alors déconcentrés, avec des facteurs 7A pour justement surmonter les fonctions du facteur 8 et contrôler le saignement le plus rapidement possible. Alors, vous pouvez avoir un traitement recombinant dans certains centres. Ça peut être disponible par l'intermédiaire de la Société canadienne du sang. Mais alors, vous pouvez mesurer le facteur 8, vous pouvez le mesurer, le détecter au fur et à mesure que vous traitez le saignement. Ça, c'est l'avantage. Et dans le contexte des gens qui ont peut-être un plus haut risque de thrombose, ou vous avez des préoccupations que vous risquez de déclencher un événement thrombotique, alors vous allez peut-être plutôt utiliser donc un recombinant facteur 8 humain. Si vous avez des patients autres, je crois que nous avons un médecin ici qui est un médecin qui est le co-directeur au centre d'Ottawa, et donc j'ai travaillé avec lui. Et je crois que j'étais à une conférence et il a eu un appel pour un patient qui malheureusement a fait une rechute de son facteur 8 en même temps qu'il a fait une ischémie ou une crise cardiaque. Je me rappelle qu'il m'a texté et il m'a dit je lui ai dit je suis en congé, bonne chance. Mais il a utilisé de la porcine, du facteur 8 porcin parce que c'est ça qui est disponible dans ce contexte. Alors, en ce qui concerne l'efficacité, alors bien sûr, ce sont tous des traitements efficaces pour contrôler le saignement, ce qui est un bon avantage pour les trois produits. Et peut-être que vous connaissez l'un plus que l'autre, ou peut-être que l'un est disponible dans un centre qui serait disponible dans un autre centre. Donc, vous allez devoir travailler avec ce centre et voir ce qui est arrivé. Et donc, c'est au moment où vous recevez le patient que vous allez voir qu'est-ce qu'il a reçu. Alors, le risque de thrombose ou d'événements thrombotique est probablement relativement semblable du point de vue des études observationnelles et généralement il est à 2 à 4%. C'est à peu près égal à la population générale. Donc je n'hésiterai pas à utiliser ces produits pour contrôler les saignements, surtout quand vous avez quelqu'un qui saigne. L'inconvénient de ces agents hémostatiques, c'est qu'on ne peut pas vraiment les surveiller autant. Donc, il faut voir quelles sont les manifestations au niveau du saignement. Alors, le RF avait 8, donc là aussi une efficacité élevée dans les traitements qu'on a fait. Alors, vous pouvez le surveiller le facteur 8. Il y a une possibilité que les gens vont avoir des agents de réaction au facteur 8 porcin. Donc, évidemment, on fait toujours un test avant de commencer avant de commencer le traitement de Obisur. Bon, on a tendance à mesurer le facteur 8 plus fréquemment pour voir s'il y a une bonne clairance. On peut voir si on peut augmenter la dose ou alors peut-être qu'il va falloir passer à autre chose si on trouve qu'il y a une interférence. Bon, le coût est malheureusement élevé pour tous les produits. Et essentiellement, tout ce que vous faites, c'est que vous continuez à drainer le centre, la banque de sang. Vous n'arrêtez pas de leur dire, on a un patient qui saigne. Et franchement, ça veut dire que la banque sanguine peut se retrouver complètement à vide après tout ce que vous demandez. Alors, du point de vue de la prophylaxie, alors, c'est rare, ça coûte très cher. Alors, bien sûr, ça veut dire est-ce qu'il y a d'autres manières d'empêcher les saignements dans ces patients, surtout lorsqu'on attend d'éradiquer cet inhibiteur. Donc, la Dr. Lee va parler de ça. Où est-ce que je suis en train de parler de la partie de Dr. Lee? Alors, l'emicizumab, c'est une des manières que vous pouvez faire
pour traiter ça, parce que ça s'est montré comme étant très efficace. Donc, c'est pas pour traiter le saignement, mais pour empêcher le saignement. Alors, c'est un effet qui est... L'objectif, donc, c'est de fournir cette fonction du facteur 8 et qui n'est pas aussi bonne ou aussi haute que ça devrait être, mais c'est en fait un agent de liaison en attendant jusqu'à ce qu'on arrive à normaliser leur taux de facteur 8 avec des agents suppresseurs d'inhibiteurs. Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui ont pu avoir accès à ça, à ce médicament. Et il y a eu des essais qui viennent de groupes européens, allemands sur l'emicizumab. Il y a aussi des essais qui sont sortis des États-Unis et d'autres groupes internationaux. Et soit on l'utilise à l'avant, et ensuite on laisse les agents immunosuppressants, ou alors on fait les deux en même temps et on voit qu'est-ce qui en ressort. Alors, je vais maintenant passer le micro au Dr Lee. Merci. Je vais vous parler donc de l'éradication des inhibiteurs. Et ça, c'est donc la deuxième étape lorsqu'on parle de gérer l'HAA. Cette diapositive va simplement souligner le fait que pendant que l'inhibiteur est encore présent, le patient demeure à haut risque de saignement. C'est seulement lorsque les taux de facteur 8 sont au-dessus de 50% et que les inhibiteurs ont été donc diminués que le patient est considéré comme étant moins à risque. Donc, nous devons bien sûr protéger ces patients et faire de la prophylaxie jusqu'à ce que l'on puisse éradiquer l'inhibiteur. Alors, voici ce qui est à notre disposition à l'heure actuelle lorsqu'on parle de l'éradication des inhibiteurs, donc différentes formes de thérapie de suppression immunitaire. Alors, il y a des considérations pour différents types de suppressants immunitaires. Alors, les facteurs, c'est bien sûr les infections, mais aussi les effets d'une utilisation prolongée de doses élevées de corticostéroïdes. Alors, vous pouvez bien utiliser le prednisone ou le corticostéroïde tout de suite. Ça semble être moins toxique que d'utiliser ça en combinaison avec un autre immunosuppressant qui, généralement, a été le produit qu'on utilise comme la cyclophosphamide. Qu'on utilisait avant plutôt que d'utiliser la prednisone seule. Mais en fait, on a plus d'événements adverses lorsque on va utiliser les corticostéroïdes en association avec la cyclophosphamide. Mais lors d'essais cliniques, on a démontré que si on utilise prednisone et la cyclophosphamide à l'avance, eh bien, ça va avoir des bons effets pour aider avec l'éradication de l'inhibiteur. D'autres thérapies qui ont été utilisées. Alors, nous avons aussi le rituximab et d'autres thérapies qui ont été moins utilisées, comme la cyclosporine. Alors, ça a été utilisé parce qu'ils ont des possibilités d'épargne stéroïdienne. Une des choses qui est ressortie des études du registre, les patients peuvent être stratifiés en termes de risque et prognosis lorsqu'on parle de leur capacité à éradiquer les inhibiteurs. Il semble que les patients qui ont un niveau de facteur 8 très faible, avec un taux d'inhibiteur très élevé, ont plus de difficultés à éliminer les inhibiteurs avec seulement les stéroïdes. Donc la recommandation du groupe allemand, c'était d'inclure les stéroïdes plus le cyclophosphide, plus le rituximab, afin d'éliminer les inhibiteurs plus rapidement pour réduire le risque de saignement. Les autres qui ont des facteurs 8 plus élevés ou un niveau plus faible d'inhibiteurs vont peut-être bien réussir avec les stéroïdes. Et l'avantage, c'est qu'il y a moins de complications plutôt qu'avec la thérapie combinée. Et je veux simplement ici souligner une des raisons pour lesquelles on veut examiner ça de plus près.
c'est qu'il nous faut vraiment établir un équilibre entre les complications qui viennent avec une thérapie d'immunosuppression. Alors ça, c'est un document qui sort de l'hôpital de St. Michael à Toronto. Nous avons une cohorte de patients qui ont été diagnostiqués avec l'HAA de type 1 et qui ont été traités avec de la corticostéroïde. Et la majorité d'entre eux ont reçu les deux. Et beaucoup des complications sont notées ici. Donc, vous avez des complications neuropsychiatriques dans 37%, des infections dans 30% des patients et certains ont dû être réadmis à l'hôpital et donc ça a prolongé la durée de leur séjour, ce qui bien sûr coûte. Je vais maintenant vous présenter certaines diapositives sur une étude qui a été faite par le docteur Cusano, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui malheureusement. Elle a fait donc une étude rétrospective multicentrique nationale sur 8 sites au travers du Canada. Et l'objectif, c'était de comparer l'efficacité clinique, la sécurité et la charge économique des schémas de TSI de première intention à base de rituximab avec d'autres schémas TSI. Donc, si on ajoute la prédnisone qui peut être toxique, ça augmente le risque d'infection. Peut-être que d'utiliser le rituximab d'emblée, ça améliore les résultats en termes d'infection et d'événements adverses. Donc, dans son étude, ils ont identifié 126 patients adultes atteints d'HAA1 et ils les ont suivis pendant au moins 6 mois. Et les traitements qui ont été utilisés comprenaient la prédnisone en monothérapie, la prédnisone avec le rituximab, la prédnisone avec le cyclophosphamide et le prédnisone rituximab et cyclophosphamide. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les taux de rémission étaient les plus élevés dans les groupes de thérapie triple. Mais avec le rituximab et le prédnisone, les rechutes semblaient plus faibles. Les effets adverses, y compris les infections, étaient plus faibles dans les groupes de monothérapie ainsi que dans le groupe de stéroïdes et rituximab et c'était moins que lorsque c'était combiné avec le citoximab. Et ils ont également examiné les coûts. Et vous voyez que le coût moyen par patient dans le groupe de rituximab était 25 000 $ de moins que dans le groupe avec la phosphomimade. Et ça, c'était probablement lié aux événements adverses, aux complications. C'est difficile de voir si aussi ces gens avaient des niveaux d'inhibiteurs qui étaient plus élevés ou non. Mais la majorité des coûts que vous voyez est en fait due au traitement hémostatique. Donc, je crois que l'objectif ici, c'est de simplement souligner certaines des différences dans la manière dont on traite maintenant l'HAA, surtout avec les différentes nouvelles thérapies qui sont arrivées. Vous pouvez voir la différence entre le premier cas présenté par Roy avec, par exemple, le dernier cas que moi j'ai eu. Cette personne n'a même pas été admise à l'hôpital. On lui a donné du rituximab, on lui a donné des anti-inhibiteurs. Elle n'a pas eu de complications, d'infection ou autre. Donc, il semblait qu'avant, on mettait l'accent sur les agents hémostatiques et il y avait beaucoup de morbidité qui était associée avec les thérapies de suppression. Mais maintenant qu'on utilise ces nouveaux produits, on peut retarder l'immunosuppression et même des fois l'éliminer, ce qui fait que ça évite les complications. Et donc, on rajoute le rituximab pour les patients plus compliqués ou avec un titre plus élevé, ou là où il y a plus de difficultés à régler ça. Donc, ça, c'est le contexte pour l'HAA. Et encore une fois, je vais vous présenter Donna Cocker, qui est une patiente et qui va nous parler de son expérience quand elle a développé donc l'HAA. Alors, bonjour et bienvenue à Winnipeg. Alors, l'HAA, ça semble être un diagnostic qui change la vie, mais en fait, par de nombreux aspects, eh bien, ma vie a repris son cours normal. Au milieu du mois de novembre 1984, j'avais beaucoup de déconfort et de douleurs
dans la région du pelvis à droite et avait une hémoglobine qui était faible. On m'a envoyé à l'hôpital Victoria General. On m'a transféré ensuite au Centre des sciences de la santé où j'ai été admise en 1924. Alors, c'est là qu'on a commencé avec le diagnostic. Et j'ai donc reçu ce diagnostic d'hémophilie acquise. Et alors, la douleur que j'avais dans la partie génitale droite a commencé à diminuer. Alors, j'avais simplement des muscles douloureux. Ma première semaine à l'hôpital, honnêtement, je m'en souviens pas très bien. J'avais plein de tests sanguins, des médicaments, des injections. J'étais surveillée constamment et j'avais toutes sortes de visites par des médecins qui m'ont aidé à revenir à une bonne santé. L'équipe d'hémophilie et les infirmières du 5e étage, le personnel, les infirmières de nuit qui s'occupaient de mes machines, lorsque ces machines ne fonctionnaient pas bien, ce qui arrivait fréquemment, j'entendais constamment « remplissez-la, remplissez-la, remplissez-la ». Et les propres membres de ma famille qui me rendaient visite tous les jours. Ma deuxième semaine, quand j'ai commencé à guérir, mon appétit est revenu. Je veux dire, je n'avais pas pu manger jusque-là. Et le personnel diététique a commencé à ajouter des solides, du sel et aussi plus de protéines à mes repas. Et c'était beaucoup plus que ce que je pouvais manger. Les visiteurs de physio et de thérapie occupationnelle ont commencé à me préparer pour ma sortie de l'hôpital. Ça veut dire qu'il fallait que je commence à faire des allers-retours de marche dans les couloirs et il fallait que je sois capable de monter 4 étages. Les muscles dans la partie droite de mon entrejambe étaient encore très douloureux et j'avais des difficultés à soulever la jambe. Excusez-moi un instant. Bon, j'ai perdu l'endroit où j'étais dans mon texte là. Ça n'a pas d'importance. Alors, mon équipe de traitement m'avait préparé. Je veux dire plutôt l'équipe de physiothérapie m'avait préparé. Ils voulaient s'assurer que je puisse en fait franchir les 4 escaliers de mon étape. Mais bien sûr, ma famille avait préparé une chambre au sous-sol pour moi, ce qui fait qu'en fait, j'avais appris la mauvaise chose. Alors, bon, j'ai obtenu un déambulateur et ils m'ont aussi préparé à ce que je puisse prendre mes propres bains ou mes propres douches moi-même. Alors, ça a continué pendant à peu près un mois. Alors, pendant ce temps-là, mon traitement post-sortie a continué toutes les semaines. Donc, je revenais pour des injections à la clinique du sang. Et au moment où j'avais eu 4 injections, mon fils avait été formé, être formé à faire les injections d'hémoblade à la maison. Donc, il a reçu la formation et donc c'est lui qui était capable de faire ces injections pour moi. Je crois que je suis sortie le 3 décembre avec des doses qui continuaient jusqu'au mois de janvier. Et en janvier, mon fils a continué avec 3 doses supplémentaires. Et à ce moment-là, mes niveaux de coagulation étaient suffisamment tôt que je n'avais plus besoin de doses supplémentaires. Donc, le traitement a continué avec des tests sanguins, mais à ce point-ci, mes facteurs de coagulation étaient en fait au-delà de la normale. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'autre chose que d'un test annuel. Et donc, j'ai eu ce test la semaine dernière et tout semble être normal. Et maintenant, ma jambe gauche est revenue en position normale et je suis capable de faire la majorité des choses que je pouvais faire avant. J'ai perdu beaucoup de muscles pendant que j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines. Mais avec le jardinage
Et l'été au lac, je crois que je vais être capable de revenir à une masse musculaire normale et revenir à davantage d'activité. Mais ça a été une expérience assez intéressante. Et je veux vraiment remercier le personnel, en particulier le Dr. Don Houston et le personnel infirmier de la clinique au service d'hématologie. Ça a été tout un événement. Il y a 2 membres de ma famille ici avec moi aujourd'hui. Et c'est eux qui ont continué à m'encourager. Et ça fait partie de la guérison. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Donna. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et je crois que ça souligne vraiment les parties que nous, en tant que cliniciens, on oublie. C'est ce retour à un fonctionnement normal. Et la manière dont ce diagnostic peut vraiment changer votre vie initialement. Alors, merci pour ça. Je crois qu'on a besoin de mettre fin à notre session maintenant. Merci à tout le monde d'être venu.